Qui est mort, qui est né, c'est le jour du jour. Que s'est-il passé aujourd'hui dans l'histoire? Qui est mort, qui est né, que s'est-il passé aujourd'hui? Apprenons et cultivons-nous. Relame. Alors, commençons la journée par une petite visite de château. Je sais que vous êtes un peu... vous êtes des fans d'histoire. Si vous êtes ici... Si vous êtes ici, c'est que vous aimez l'histoire. Généralement, il n'y a pas trop de doute sur cette question. Je vais vous parler d'un événement qui s'est déroulé en Turquie. À l'époque, c'était plutôt un territoire arménien. Un territoire de culture arménienne, mais un territoire qui appartenait à l'Empire byzantin. Une bataille qui a deux noms, parce qu'il y a un nom plutôt occidental, plutôt chrétien, et il y a un nom turc. C'est la bataille de Manzikert, ou aussi la bataille de Malazgirt. Pourquoi? Parce qu'en fait, Manzikert, il y a deux batailles. Regardez ça. Nouveau site. Nouveau site avec ici une frise chronologique en bas qui me permet de me déplacer d'année en année et voir les changements territoriaux. Non, c'est pas ça que je voulais faire, Galios. Détacher. Bon, voilà. Qui me permet de voir les différents états qui existent à ce moment-là dans le monde. Qui me permet de faire des filtres. Par exemple, là ici, j'ai l'Empire byzantin avec la religion. Mais je peux faire l'Empire byzantin avec hop, les cultures. Les cultures des gens dans le coin. Et chaque petit point que vous voyez ici, c'est un événement qui se passe à peu près dans la période où je regarde. Donc ça, c'est super bien fait. Et alors, par exemple, je clique sur la bataille de Manzikert en 1071. Et, alors, ça lag, mais ça me met la page Wikipédia. Ça me met potentiellement s'il y a des... là, il y a une illustration qui va avec. Ça me met potentiellement des ressources. Genre des documentaires, des liens avec des publications historiques, etc. qui ont trait avec ça. Donc je vais, je pense, essayer de l'utiliser à bon escient en stream pour vous aider. Par exemple, là, on a la bataille de Manzikert, mais si je clique sur l'Empire byzantin, je clique en plein milieu de nulle part, sur l'Empire byzantin, au moment de la bataille de Manzikert, donc on est en 1071, eh bien vous avez en haut un graphique avec la population totale de l'Empire byzantin, les évolutions, et ensuite la proportion de la population de cet empire ou de cette région par rapport à la population mondiale. Donc au moment où on est en 1071, la population de l'Empire byzantin est de 573 972 habitants. Alors qu'elle a été à son maximum de 15 millions, 1 583 241. J'ai fait ce site en une nuit. Alors c'est pas moi qui ai fait le site, non. Non, c'est un site qui s'appelle Chronas, qui a été fait par je sais pas qui, et que j'utilise, que Juma m'a envoyé et que voilà.
On peut avoir aussi, du coup, j'ai une frise chronologique de tous les événements voilà, qui ont trait à l'Empire byzantin. Je peux avoir, vous voyez, des médias, des documentaires, des trucs intéressants. Là, j'ai de la frise avec tous les articles qui ont trait à l'Empire byzantin dans l'histoire de l'Empire byzantin. Donc ça s'appelle Chronas. Bon, on va parler de la bataille de Manzikert. Cette bataille là, avec cette illustration. Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Eh bien, l'Empire byzantin représente la chrétienté. Et la chrétienté, depuis le 8e siècle, subit des invasions et des épreuves, avec notamment les invasions vikings, comme on dit, hein, dans l'Europe de l'Ouest, qui ont même touché parfois l'Empire byzantin. Alors peut-être que tu te trompes, Gallios, parce qu'il y a 2 batailles de Manzikert. Il y a la bataille de 1054 et il y a la bataille de 1071. Et c'est pas les mêmes. Parce que là, il y en a une à Manzikert qui est en 1054. Et là, t'as la bataille de Manzikert qui est en 1071. Moi, je parle de celle de 1071. Il y a eu des incursions vikings jusqu'en Italie, jusque dans l'Empire byzantin. Il y a eu des incursions sarrasines, bien évidemment, pareil, en Italie, dans le sud de la France. Donc les Sarrasins, c'est les personnes qui font de l'islam, par exemple, qui font de l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils vont cuisiner le matin, ils font de l'islam. Et il y a eu aussi des incursions hongroises, et oui, parce que les Hongrois sont au 8e, 9e siècle, un peuple nomade à la base, un peu comme les Huns, et qui sont venus du steppe d'Asie centrale ou de Russie pour s'installer ici, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Hongrie. Eh bien, la nouvelle épreuve que subit l'Empire byzantin, c'est l'arrivée de cet empire vert là, ici, le sultanat seldjoukide, qui a remplacé les souverains de Bagdad depuis 1055. C'est des nomades, mais qui sont en train de se tailler un grand bout de gras dans l'Iran, l'Irak actuel, et jusqu'en Syrie. Donc là, c'est l'étendue de leurs frontières en 1071. Et l'Empire byzantin, à l'opposé, était... Donc, les Seljoukides sont en pleine expansion. L'Empire byzantin était en galère, mais depuis quelques années, depuis les rois qu'on appelle les empereurs macédoniens, eh bien, l'Empire byzantin a regagné du territoire, c'est-à-dire que ils étaient revenus à peu près à ça, et depuis une vingtaine d'années, ils ont recapturé tout ce qui leur avait été pris, et ils envisagent désormais, l'Empire byzantin, de revenir capturer. Il revient de droit, entre guillemets, c'est le Proche-Orient, la Palestine, etc. etc. Parce que vous comprenez bien que les chrétiens doivent récupérer la Palestine et Jérusalem. Donc, on a 2 grands empires qui se font face. L'Empire byzantin est mené par Romain Diogène. Bonjour Kiwimox. Et l'Empire seldjoukide est mené par Alp Arslan. Alp Arslan. Un selfie, alors qu'il était en train de s'asseoir. Voilà, Alp Arslan. Et Romain Diogène qui est le Basile
Romain IV Diogène, le Basile de l'Empire byzantin. On dirait une map sur Total War. C'est totalement, oui, Total War ou sur un Europa Universalis. Donc les Vikings firent partie de la garde d'élite du sultan. Du sultan, je sais pas, garde d'élite. Garde d'élite de Constantinople de l'Empire byzantin, oui. Et attention parce qu'on parle de garde Vareg. Alors les Vareg, c'est pas forcément sûr que ce soit des Vikings. C'est plus probablement des Russes. Mais bon, c'est un peu la légende du coin. Et à la bataille de Manzikert, en fait, ils se rencontrent au pied de ce château là. Bon, un château qui a été reconstruit depuis. Hein. Vous voyez que tout a été platifié. Mais ici, il y avait un château, un grand château, qui gardait l'entrée dans l'Empire byzantin via l'Arménie. La bataille oppose 50 000 Seldjoukides turcs à environ 100 000 Byzantins. Des chiffres énormes. Dans les 100 000 Byzantins, les chroniques rapportent qu'il y a une grande majorité de mercenaires, notamment de mercenaires turcs, de mercenaires arméniens et de mercenaires normands. Et oui, parce que les Normands se vendaient au plus offrant. Hein, les mercenaires normands étaient très prisés au XIe siècle. Et donc, cette armée de mercenaires rencontre une armée un peu plus professionnelle. Et au cœur de la bataille, les mercenaires normands et turcs trahissent Romain Diogène, l'empereur de l'Empire byzantin, et se rangent du côté du sultan Alp Arslan des Turcs seldjoukides. Les Normands changent de camp. C'est le coup de grâce pour l'Empire byzantin. Romain Diogène est capturé par les Normands qui le livrent aux Seldjoukides. Alors, les Seldjoukides vont le libérer en échange d'un traité de paix qui leur donne quasiment toute l'Anatolie. Voilà, donc ils perdent tout ça. Il va falloir qu'ils se battent, les Byzantins, pour récupérer tout ça. Et quand vous êtes empereur byzantin, que vous avez perdu une bataille très importante, que vous avez perdu des territoires, et que vous rentrez à Byzance après avoir été capturé, eh bien, vous avez énormément de gens qui sont contre vous. Et alors, l'Empire byzantin, c'est bien simple. Il y a une règle, c'est que quand vous êtes infirme, vous n'avez pas le droit de régner. La solution, toute trouvée, me direz-vous, pour savoir si Romain IV peut continuer à régner, eh bien, quand il arrive à Byzance, on le récupère et on lui crève les yeux. Comme ça, il est infirme, il ne peut plus régner, on est obligé de mettre un nouvel empereur. Alors oui, c'était assez violent, l'Empire byzantin. Sachez que c'était assez récurrent pour les familles. Par exemple, si vous étiez le frère aîné d'une fratrie, vous assuriez un peu la succession de l'Empire, soit en coupant une main, soit en coupant la langue, le nez, une oreille, soit en crevant les yeux de vos frères. Comme ça, ils ne peuvent pas prétendre au trône. Parfois, c'est les parents qui préfèrent un enfant par rapport à l'autre. Donc du coup, ils décident de rendre infirmes leurs autres enfants par rapport à un autre enfant. Parfois, c'est la mère qui a envie de régner, donc elle rend infirme tous ses enfants. Et donc elle prend le trône. Voilà, on a un peu une violence. Il y a des assassinats, il y a des agressions tout le temps dans l'Empire byzantin. D'autant plus qu'il y a plein de factions qui veulent prendre le rôle d'empereur. Faut pas oublier que l'Empire byzantin, c'est l'empire qui est héritier de l'Empire romain d'Orient, et l'Empire romain
a une tradition depuis plus de 1000 ans d'avoir énormément d'assassinats, un turnover impérial énorme. Donc voilà. On est sur la bataille de Manzikert en 1071. Allons autre part, allons à Notre-Dame de Paris. On y était hier, mais on y retourne. Hier, on y était pour un mariage. Aujourd'hui, on y est pour l'arrivée d'objets très importants. Très très importants. 1239. Le roi de France, Louis IX, vient de faire l'acquisition auprès de marchands vénitiens qui ont acheté à l'empereur byzantin, justement, des reliques de Jésus. Alors, les reliques de Jésus, c'est, et vous le savez très sûrement, à Notre-Dame de Paris, alors maintenant c'est dans un autre endroit, mais à Notre-Dame de Paris, il y a eu un moment l'arrivée, en 1239, de morceaux de la couronne d'épines de Jésus. C'est-à-dire que Louis IX a acheté auprès de l'Empire byzantin, qui avait énormément besoin d'argent, les reliques de la couronne d'épines de Jésus. Et en fait, acheter des reliques, quand tu avais les reliques dans ton royaume, c'était quelque chose de très 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 prestigieux. Ça faisait venir les foules. Alors tu pouvais avoir des reliques de tout et n'importe quoi, mais là, la relique, c'est quand même la couronne d'épines de Jésus, des morceaux de cette couronne d'épines, au nombre de 22 morceaux. Donc c'est l'attraction du siècle pour certains. Et l'attraction consiste en l'arrivée de ces morceaux de la couronne d'épines le 10 août en Bourgogne. Et une procession est organisée depuis la Bourgogne jusqu'à Paris. Pendant 9 jours, voilà, le cortège part de Bourgogne et vient à Paris. Ce cortège, les chroniqueurs de l'époque l'estiment à environ 1 million de personnes qui seraient venues sur les bords des routes. Voilà, vous imaginez la caravane du Tour de France, un peu, ou tout simplement le Tour de France. Vous imaginez alors, les gens... puisqu'on ne se connaît pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Présentez-vous. Eh bien, bonjour la deuxième classe qui arrive. Bonjour Ismail Dan, merci beaucoup. Salut, bonjour everybody, tout le monde. Aujourd'hui c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Ça m'étonnerait, hi Martin, que vous soyez des English speakers. Hello. Hello. I can speak English too. Hello. Good morning. Alors. Et du Danemark. Je sais pas parler danois. Hey, comme on dit bonjour en danois, je pense que c'est hey. Bonjour Nina, bonjour. Installez-vous tous. Alors, on parlait... Quoi ce trait sur la carte de France? On parlait de reliques de la couronne d'épines de Jésus qui arrive en 22 morceaux depuis Byzance via la Bourgogne jusqu'à Paris. Et il y avait en 1239 peut-être 1 million de personnes qui se sont amassées sur le long du chemin pour voir,
pour accompagner en prière, en musique, en chant, en danse, etc., l'arrivée de cette relique très importante et très prestigieuse dans le royaume. Une fois qu'ils sont arrivés à Paris, les morceaux de la couronne d'épines sont tendus à Louis IX, le roi de France, le futur Saint Louis, qui se dévêtit, qui enlève tout ce qu'il a de précieux sur lui, tout ce qui fait de lui le roi de France. Il se débarrasse de tous ses attributs. Et il revêtit un simple habit de pénitent. Voilà, une cape de pénitent. Il est en sous-vêtements, avec sa cape de pénitent, pieds nus, et il marche dans les rues de Paris. Depuis l'une des portes de Paris, je ne sais plus laquelle, il marche, accompagné des habitants de Paris, avec les morceaux de la couronne d'épines de Jésus, jusqu'à Notre-Dame de Paris. Il fait une Cersei dans Game of Thrones, sauf que là, c'est pas du shame, c'est des gens, ils sont super contents de voir les couronnes d'épines. Et il a 25 ans à ce moment-là. Ça marque très fort le début de son règne. Les gens voient en lui quelqu'un de humble, quelqu'un de religieux, quelqu'un qui apporte la gloire au royaume de France et à Paris avec l'arrivée de cette relique. Pour donner un écrin digne de ce nom à ces reliques, il va faire construire la Sainte-Chapelle. Voilà. Il va ordonner la construction de la Sainte-Chapelle, qui se visite aujourd'hui à Paris, et qui a abrité la couronne d'épines de Jésus. Supposé couronne d'épines de Jésus, attention, hein, parce qu'au moment où il achète ça, on est en 1239, on est quand même 1230 ans après la mort de Jésus. Donc comment savoir si c'est un vrai ou pas? Un rapport avec la bataille de Manzikert? Non, on est passé à autre chose. Le Gorm. On est passé à autre chose. Et alors, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais quand Saint Louis meurt, et c'est une tradition médiévale, quand un roi meurt, on en fait des reliques. Surtout que Saint Louis, c'est un saint. Donc les parties du corps de Saint Louis valent énormément déjà d'argent, mais ont un prestige exceptionnel. Ce qui fait que quand il meurt en Tunisie, Saint Louis, dans les années 1200, je sais pas, 1260, 1270, quand il meurt en Tunisie, en fait, son corps est conservé un peu, pas comme une momie, mais on essaye de conserver son corps le mieux possible. Pour pouvoir, une fois qu'on est dans le royaume de France, le couper, et on le dissèque, et on envoie son cœur dans une abbaye, on envoie un bout de ses doigts, on envoie des doigts de pied, on envoie son foie, ses reins, on envoie n'importe quelle, une côte, dans certaines villes, dans certaines abbayes, il y a des nobles de l'époque qui achètent des morceaux du corps de Saint-Louis pour pouvoir les exposer chez eux. Voilà, on est vraiment sur ce trafic des reliques, trafic de bouts de corps de souverains. C'est l'une des passions des dirigeants médiévaux. Non mais il y en a qui ont des zizi, il y en a qui ont des testicules, il y en a qui ont des, je sais pas moi, qui ont un œil, qui ont un bout d'oreille, qui ont des cheveux. Il y a dû y avoir je ne sais pas combien de fausses reliques. Oui. Des fausses reliques, ça se compte par milliers. Vous avez eu quoi, vous? Bah moi j'ai eu François Bayrou. J'ai eu les oreilles de François Bayrou.
J'espère que ça vous... Le OnlyFans. Non, parce que non, c'est pas sexuel. C'est vraiment, en fait, pour une question de prestige. Une question... je sais pas, c'est à la fois prestigieux et à la fois religieux. C'est à la fois un peu de la vanité. Parce que c'est un moyen de montrer son pouvoir. Si t'as pu acheter le cœur de Saint-Louis, bah, c'est que t'es quelqu'un de très important. En la réalité, le cœur de Saint-Louis a été donné à une abbaye, je crois qu'il a été donné à Clairvaux. Mais c'est un marqueur de puissance. Pas très catholique, la vanité. Ah bah... Eh bah oui. Hein, on en parlera. On en parlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Hein, la vanité, c'est un marqueur très important du pouvoir et des hommes. Allons en 1942. Saviez-vous que le débarquement de Normandie n'était que le deuxième débarquement de Normandie? Parce que le 19 août 1942, il y a eu le premier débarquement de Normandie. Et oui, vous ne le saviez pas. Pétravier le sait parce qu'il sait tout, mais le débarquement du 6 juin n'était pas le premier. Donc, le 19 août 1942, 15 Français, 50 Américains, 1005 Britanniques et 4963 Canadiens, principalement du régiment de Montréal, débarquent à Dieppe. Dans le port de Dieppe, sur la plage de Dieppe. Donc du coup, vous avez 250 navires alliés qui débarquent en 1942 avec toute cette petite famille. L'objectif de ce débarquement n'est pas de libérer la France. L'objectif est de prendre la ville de Dieppe, de détruire les batteries et les radars qu'il y a à Dieppe, rembarquer, retourner en Angleterre. Objectif précis, simple, 2 objectifs, timé, on le fait, on arrive, on s'en va. Or, cette tactique de raid, qui a été voulue par Churchill notamment, elle se heurte à un problème. Le premier étant que les Alliés n'étaient pas très discrets et un bateau de reconnaissance allemand a repéré les 250 navires qui traversent la Manche. C'est pas discret, 250 navires. Ça se voit. Hein. Et donc, il donne l'alerte. Et au lieu de rencontrer une défense endormie et prise par surprise, les Alliés rencontrent une défense organisée. Le mur de l'Atlantique fonctionne à plein régime à Dieppe. Parce que le nom de l'opération, c'est l'opération Jubilé. À Dieppe, il y a des batteries anti-côtières, anti-bateaux, des batteries côtières. Il y a des batteries de mitrailleuses. Il y a de l'artillerie qui est prête à défoncer toute la plage s'il faut. Bonjour, hit. Et partout dans la ville, il y a des renforcements. Et il y a un radar en plus. Donc le radar, il sait où sont les bateaux. À 4h30, les Alliés débarquent. 4h30 du matin, le 19 août. Ils débarquent en grande partie sur la plage, mais certains essayent de débarquer dans le port aussi. Et il y a aussi... je sais plus où c'est. À Dieppe. À Dieppe, il faut aussi que vous vous disiez que
il y a beaucoup de falaises. Voilà. Il y a des falaises comme ça. Donc il fallait débarquer que sur la plage. Mais la plage, c'est quoi? C'est des galets. La plage de Dieppe. Quand vous tirez à l'artillerie sur des galets, qu'est-ce que ça fait? Ça, les Alliés l'ont appris à leurs dépens. Parce que quand vous tirez dans de la terre ou dans du sable, bon, ça va, c'est mou. Les galets, ils se transforment en projectiles supplémentaires. Ça fait du shrapnel. Il y a des éclats de galets qui coupent, qui volent partout dans le ciel. Et ça, quand t'es soldat, ça te fait mal. Et tu t'en prends partout dans la gueule. Alors, du coup, les soldats alliés qui étaient bloqués sur la plage, parce que les Allemands les attendaient, avec une mitrailleuse ici et une mitrailleuse ici, eh bien, autant vous dire que quand vous êtes bloqué plusieurs heures dans cet enfer, vous êtes vraiment beaucoup dans la merde. Les seules choses qui arrivent à pousser un peu plus loin que la plage, c'est des chars anglais, des chars Churchill, qui arrivent à rentrer dans la ville. Sauf qu'ils sont arrêtés très vite par des batteries de canons anti-chars et ils sont détruits. Donc, échec total. Le seul truc qui a été réussi, c'est qu'il y a une batterie de mitrailleuses qui a été capturée par un commando anglais qui a monté une falaise. Sauf que ça n'a pas servi à grand chose parce que tout le reste de la plage avait été tué ou capturé. Dans l'après-midi, on enregistre 1197 morts côté allié et 2000 prisonniers. Donc sur les 5000 participants du débarquement, 3000 sont perdus. 1100 et quelques morts, presque autant de blessés, 2000 prisonniers. Il y en a très peu qui reviennent en Angleterre. C'est un échec total, hein, c'est un désastre cette opération. Malgré tout, pour les Alliés, ça leur permet d'avoir de la data sur comment faire un débarquement, enfin, comment surtout ne pas faire un débarquement. Donc ce qu'ils enregistrent de cette bataille, c'est ne pas débarquer sur des galets, ne pas débarquer dans un port, parce que c'est plus facile à défendre, ne pas débarquer sur un seul endroit, parce que du coup pareil, hein, ça concentre le combat sur un seul endroit, enfin sur une seule partie du front, et les Allemands c'est plus facile. Et ensuite il faut aussi essayer de ne pas se faire repérer jusqu'au dernier moment. Ce qui mène ensuite au débarquement en Afrique du Nord, puis le débarquement en Sicile, qui eux sont couronnés de succès et qui donnent aussi pas mal d'expérience pour les Américains et les Anglais sur le débarquement en Normandie. Et après, il y a les débarquements aussi dans toutes les îles du Pacifique. Donc ça a servi pour le knowledge, mais ça a quand même coûté la vie à 1100 personnes et 2000 soldats, principalement canadiens, qui sont retrouvés prisonniers de guerre en Allemagne. Et pour clore le sujet, quand le débarquement de Normandie a lieu le 6 juin, les Alliés ordonnent et laissent le deuxième régiment d'infanterie de Montréal, celui qui avait participé à l'opération Jubilé, il donne aux Canadiens de Montréal l'honneur de capturer Dieppe aux Allemands. Ils reviennent pour se venger. C'est-il pas beau quand même? C'est-il pas un beau geste? Qui est né? On a fait les qui est mort. Allons sur les qui est né.
Non, on a fait les événements. Allons sur qui est né. Alors, qui est né, pour commencer, en 1871. Un Américain qui fait partie d'une fratrie qui a expérimenté quelque chose de nouveau. Alors, pas 100% nouveau, l'idée est là depuis longtemps, et surtout à la fin du 19e siècle, début du 20e, c'est une idée qui obsède les humains, c'est l'idée de pouvoir voler. Lequel betteravier de Wright? Les frères Wright, en 1903, font voler un avion sur 6 km. Et alors, pourquoi on retient leur nom comme ceux de possibles premiers inventeurs d'avions, de deuxième sur la photo? C'est parce que c'est les premiers à avoir fait voler un engin ailé, piloté, hein, donc c'est pas juste un truc qui vole et après YOLO, donc qui est piloté, donc on peut le diriger, et dont l'armature est plus lourde que l'air. C'est-à-dire que quand tu fais voler un truc plus léger que l'air, genre des feuilles de papier, c'est plutôt facile de rester en l'air. Là, on est sur du métal et du bois, qui est plus lourd que l'air. Normalement, si tu le jettes, ça tombe. Donc voilà, c'est leur invention. C'est un avion à armature plus lourde que l'air, qui vole et qui est dirigé. Donc ils ont fait ça en 1903. Et c'est Orville Wright qui est né en 1871, le 19 août. Le voici. Il est tout seul sur sa photo. Alors les Français, les Américains, les Anglais, les Allemands, les Italiens, tous se déchirent pour savoir qui a la paternité des avions. C'est un peu tout le monde, mais c'est comme pour les voitures, c'est un peu tout le monde. Chacun y a fait son amélioration, son petit coup de pouce, etc. Bonjour Renilorac 340, bonjour Caroline, bonjour. Et oui, j'ai lu ton pseudo, bonjour Caroline. Je suis enquêteur. Je suis un détective incroyable. Ça vous dit qu'on parle collaboration? On a parlé débarquement en Normandie en 1942. Est-ce qu'on parle un petit peu de collaboration? Et que vous aimez un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé vraiment d'un sujet assez précis de la Seconde Guerre mondiale. Et là, en plus, on parle collaboration et mode. Une femme française qui est née en 1883, qui est morte en 1971, qui a travaillé avant la Seconde Guerre mondiale à l'élaboration de parfums, de faire aussi de la haute couture. Son parfum le plus connu, le numéro 5, lui a permis d'avoir 10% dans l'entreprise des frères Wertheimer. C'est Coco Chanel, effectivement. Coco Chanel, alors pourquoi je parle de collaboration? Vous allez voir, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de Coco Chanel. Quand vous achetez vos parfums Chanel numéro 5 ou quand vous achetez vos vêtements Chanel ou vos sacs ou tout ce que vous voulez, n'oubliez pas l'histoire que je vais vous raconter. Cette dame qui sourit avec une cocarde ici, eh bien, à partir des années 30, donc c'est environ 40 ans, même c'est 50 ans, hein, elle finance, grâce à l'argent du parfum et de son métier de styliste, bonjour Juma, cette dame, Coco Chanel, finance un journal antisémite à partir de 1933 en France, journal antisémite qui s'appelle Le Témoin. Ensuite, au moment
où, en fait, avant la guerre, elle finance ce journal antisémite, mais en même temps, elle a des positionnements plutôt progressistes. C'est-à-dire elle est déclarée bisexuelle. Elle se déclare bisexuelle, donc à ce moment-là, quand même, elle est vue en sortir avec des femmes, avec des hommes, avoir des relations plutôt libres. C'est une femme qui se dit défenseuse des pauvres. Elle veut faire de la couture pour habiller les pauvres. Donc, bon, on se dit, ok, la dame, quand les Allemands arrivent, bah, elle va pas se ranger du côté des Allemands. Merci JB452 pour le follow. Que nenni. Que nenni. À partir du moment où Paris est occupé et que les Allemands commencent à mettre en place des lois antisémites en France, elle, le premier réflexe qu'elle a dès 1940, c'est de dire « Écoutez mes amis les Allemands, moi, mes patrons, c'est la famille Wertheimer, c'est une famille de juifs. Or, je ne possède que 10% de leur entreprise, mais je considère que, vu que ce sont des juifs, ils ne méritent pas ils n'ont pas le droit de pouvoir avoir des entreprises, et donc je réclame auprès de vous, mes amis les Allemands, que vous me donniez les 90% restants de cette entreprise. Parce que ce sont des juifs, et que du coup il faut les spolier. Alors, c'est refusé par les Allemands, non pas parce que c'était trop antisémite pour eux, mais parce que, tout à fait légalement, juste avant que les Allemands prennent le contrôle sur la France, la famille Wertheimer a senti le coup venir et a transféré toutes leurs parts de leur entreprise à un certain Félix Amiot, un ami de la famille, qui lui est resté en France parce qu'il n'était pas juif et qu'il n'était pas menacé, qui, à la fin de la guerre, en 1946, a redonné gracieusement ses parts à la famille Wertheimer. Donc Coco Chanel se retrouve Fanny emmerdée par cette affaire. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas triste parce qu'elle est logée au Ritz de 1941 à 1944. Elle est logée au Ritz, dans la suite royale du Ritz, aux frais de la princesse, parce que déjà, elle est en couple avec le baron Hans Gunther von Dinklage. Voilà. Hans Gunther von Dinklage, baron allemand qui travaille pour les renseignements allemands, qui va d'ailleurs rester, après la guerre, l'un de ses amants aussi. Et donc, elle passe le plus clair de son temps dans cet hôtel, l'hôtel du Ritz à Paris, qui est aussi le centre, le quartier général de la Luftwaffe, de l'armée de l'air allemande. Donc Coco Chanel croise tous les jours des soldats allemands, des nazis, et ça ne lui pose aucun problème. Zéro souci. D'ailleurs, cette position, et comme les Allemands ont vu qu'elle était antisémite, lui propose de devenir un agent de l'Abwehr. L'Abwehr, c'est quoi ? C'est les services secrets nazis. Et elle accepte. Elle devient espionne pour les nazis, qui lui donne un nom de code, Westminster, et son rôle, si elle l'accepte, est de mener une mission. En 1943, elle doit aller à Madrid, en Espagne, qui est un pays neutre à ce moment-là, pour rentrer dans l'ambassade du Royaume-Uni et proposer des conditions de paix à Churchill. Donc, elle rentre dans l'ambassade du Royaume-Uni, elle propose ça, et du coup, elle est emmenée à Londres par les Anglais, qui la traitent comme un envoyé diplomatique. Et à Londres, elle est dénoncée par une amie espagnole, Vera Lombardi, qui dit aux Anglais « Méfiez-vous, c'est une espionne nazie ». Les Anglais la renvoient directement en France. Faut savoir que Coco Chanel
après la guerre, déjà, alors en fait, ensuite elle passe jusqu'en 1944 jusqu'à la Libération, elle reste en France. À la Libération, elle a été suspectée de collaboration parce que bon, elle vivait avec des Allemands, donc bon, c'était suspect. Malgré tout, ils n'avaient pas les preuves qu'on a aujourd'hui et tout le travail des historiens. Donc ils avaient rien sur elle. Elle avait eu la présence d'esprit de ne laisser aucune trace de son travail avec les services secrets nazis. Donc, elle est libérée elle n'est pas condamnée à la libération pour collaboration, mais elle sent que ça sent mauvais, du coup, elle s'exile en Suisse. Parmi les déclarations des vues d'esprit de Coco Chanel, on peut notamment dire qu'elle fait une hiérarchie entre les juifs. Eh oui. Alors Twitch, je raconte de l'histoire. S'il n'y a aucune trace, comment on le sait? Parce qu'elle avait rien sur elle. Mais après, on a eu accès au service secret nazi. Et on a vu Coco Chanel, Westminster, avec son nom, son numéro de code, son nom de code, ses missions, toutes ses relations, toute l'enquête préliminaire qu'avaient fait les nazis sur elle. Et pourquoi ils l'ont choisi, etc., etc. Et ça, ils n'avaient pas accès à ça à la Libération, les résistants, etc. L'une de ces vues d'esprit, c'est que les juifs ne se valent pas entre eux. Il y a les bons juifs, les juifs aristocrates, les juifs civilisés qu'elle appelle les Israélites, et qui sont notamment ses bons amis, la famille Rothschild, qui n'a pas de problème à passer son temps avec Coco Chanel avant la guerre et après la guerre, et elle les compare du coup positivement par rapport au reste des juifs, les juifs non civilisés, les juifs qui vivent comme des pauvres et qui sont eux des gens avares, qui font semblant d'être pauvres et qu'elle appelle les youpins. Voilà. Alors Twitch, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une vue d'esprit de Coco Chanel. Malgré tout, malgré toutes les affaires qui sont ensuite dénoncées par rapport à cette dame, on lui pardonne tout. Et à partir de 1954, elle rentre en France et elle reprend ses affaires avec la famille Wertheimer. Elle redevient l'égérie Chanel. Elle bosse pour tout le monde. Elle crée notamment le tailleur en tweed. Un tailleur en tweed. Je sais même pas si je le vois. Bref. Retour à Paris, triomphe du tailleur en tweed. Voilà, elle fait un tailleur en tweed et qui est porté par toutes les plus grandes stars de l'époque. Et son parfum, Chanel numéro 5, est vanté par Marilyn Monroe, qui dit, pour le vendre, que, à la question qu'on lui pose très innocemment, mais qu'est-ce que vous portez la nuit pour dormir? Elle dit, je ne porte que quelques gouttes de Chanel numéro 5. Et voilà. Et du coup, les gens se disent, ah mais je veux être comme Marilyn Monroe. Et du coup, tout le monde veut son Chanel numéro 5. Faut savoir que, à partir de son retour en France, elle redevient chef d'entreprise. Et dans ses ateliers, les gens, quand ils quittent le travail, la décrivent comme une patronne acariâtre, tyrannique, sadique. Elle n'arrête pas de se plaindre auprès de ses employés des connards de gens qui portent des blue jeans, qui portent des mini-jupes, et elle considère que le féminisme, c'est un problème pour l'humanité.
Merci Dracon pour le follow. Elle se plaint de la libération de la parole de la femme. Elle se plaint du droit de vote. Elle se plaint, voilà. Les femmes sont là pour être belles et c'est tout. Elle meurt à 87 ans, en 1971. Et beaucoup de gens lui rendent hommage. Écoutez, et aujourd'hui, hein, on continue à vendre du Chanel numéro 5, les gens sont fous de Chanel. Combien de gens savent que c'était une nazie ? Je ne sais pas, mais bon. Tu ne savais pas, et voilà. Bon, elle était bien vue dans les hautes sphères, donc du coup... on peut pardonner, quoi. Franchement, à qui ce n'est pas arrivé de se balader comme ça à Paris pendant l'occupation et d'être recruté pour les services secrets nazis. Franchement, c'est arrivé à tout le monde. Et puis bon, sur un prix un peu étourdi, un étourdissement, hop, vous acceptez et vous vous retrouvez à aller négocier des trucs pour les nazis en Espagne, quoi. Franchement, qui êtes-vous pour juger ? Vous étiez pas là à cette époque-là. Si ça se trouve, c'était le seul moyen qu'elle a trouvé pour survivre. On sait jamais, hein. Bon, participer tous les soirs à des soirées avec la Luftwaffe. Qui ne l'a jamais fait ? Parce qu'on peut dire ce qu'on peut dire. Oui, c'était des nazis, oui, c'était des antisémites, mais bon, quand même, ils faisaient des bonnes soirées, quoi. À un moment, il faut savoir séparer le fêtard, l'homme du fêtard, en fait. Il vient de rien à distance. Plein de gens qui soutiennent Israël en 2025. Oh, vous êtes antisémite, Canalogie. Séparer l'homme du tétard. Alors oui, s'il y a un homme dans un tétard, il faut tout de suite séparer l'homme du tétard. Hein. Le père Leclerc, Michel Audiard. Vide le Chanel numéro 5. Vide-le. Vide-le dans l'évier. « 1946, naissance d'un président des États-Unis d'Amérique, président de 1993 à 2001. Ça devrait vous suffire, ça. Et pas salut les gens, mais salut Adrien Gia. Bush 1, non. Bush, c'est 89-93. C'est Bill Clinton, effectivement. Bill Clinton, dont on se souvient surtout pour l'affaire Monica Lewinsky. Une affaire où il trompe sa femme dans le bureau ovale. Il y a une affaire de cigares dedans. Je n'irai pas dans les détails. Qui avait choqué le monde entier et l'Amérique puritaine, bien évidemment. Mais il avait malgré tout été réélu. Et ensuite, c'est George Bush Jr. qui prend la suite. Je sais pas, Canalogie, je sais pas. Mais bon, vous savez, les hommes politiques américains, c'est bien sympa. Mais est-ce qu'on ferait pas, là combien de gens ici, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt de gauche ?
pense que oui. Vous êtes à peu près de gauche, vous. Enfin, vous êtes de quel bord de gauche, à peu près? Est-ce que vous êtes plus PS? Est-ce que vous êtes plus LFI, Europe Écologie Les Verts, NPA, Lutte ouvrière, anarchiste, PCF ou PCF saucisson? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre guide. Nous qui sommes plutôt côté LFI. En tout cas, voilà. L'homme pour qui notre cœur a vibré en 2017 et 2022. Le vieux. Et oui, c'est l'anniversaire du vieux aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Nous, on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. J'ai caché de la conce dans le cartable. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Nous on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison. Jean-Luc Mélenchon. On veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Nous on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Il y avait un truc. Non, pas Millésime K. Hein. Il y avait ça, voilà. En 2012 déjà, il avait une chanson. What? Mais quoi, what? Vous aimez pas? Vous aimez pas le Jean-Luc Mélenchon? Bizarre. Et que dire sur Jean-Luc Mélenchon? Que dire? Je comprends. Enfin, qu'est-ce que j'ai à dire sur vous? Enfin, sur lui, pour vous. Vous connaissez sûrement mieux sa vie que moi en plus. Mais qui elle est celle-là? Moi? Vous connaissez juste la chanson. Bizarre. Bizarre. C'est là qu'on lance le débat. Est-ce que Jean-Luc doit céder la place pour 2027? C'est la question qui est posée. Vous avez 5 heures. Voilà, vous avez 5 heures pour répondre à cette question dans le chat. Surtout, débattez de manière civilisée. Et s'il laisse la place, à qui voulez-vous qu'il laisse la place? J'ai refait la musique, Nina, pour que tu prennes du plaisir. Bon, vous dites oui. 2 personnes qui disent oui pour que Jean-Luc Mélenchon doit abandonner en 2027. Et le problème, c'est qui? Et c'est ça le problème, c'est la grande question à gauche. En tout cas, LFI, qui pour remplacer Jean-Luc? C'est quand même compliqué. C'est quand même très compliqué.
On fait une run en paladin. J'ai l'impression que tout le monde a envie de se refaire une run en ce moment. Bompard, bah, j'ai l'impression que LFI, ouais. LFI pousse peut-être pour un Bompard. Pour succéder à Mélenchon. Est-ce que Bompard, il a la gueule qui pourrait faire plaisir, enfin qui pourrait rassurer les gens? Pas sûr. Parce que les gens votent à la gueule. Et donc du coup, une grande partie des gens votent à la gueule. Les vieux surtout, les gens qui sont apolitiques, en tout cas ceux qui sont dépolitisés, ils votent à la gueule aussi. Il y a beaucoup de gens soviétiques qui disent que Bompard, il a une sale gueule. Et donc du coup, ça leur donne pas envie de voter pour lui. J'en connais qui votent au diplôme. Mais... complètement con. Complètement con de voter au diplôme. Dans ce cas-là, on élit que des médecins ou que des doctorants en physique quantique nucléaire. Et bah, je suis pas sûr qu'on tombe sur quelqu'un de très équilibré hein, en termes politiques. Hein. Ça n'a aucun sens. J'ai voté pour lui car il a le même diplôme que moi. Ces gens qui pensent comme ça, là, vous pensez pas qu'il faudrait les goulaguer? Vous pensez pas que faudrait leur faire une rééducation politique? Ils votent Méluche, donc non. Oui, mais c'est bien tombé. Mais c'est vrai. Le nombre de gens qui... Imagine s'il y a d'autres gens qui font ça. Qui votent parce que... Bardella, il a fait une école de commerce. Ou Macron, il a fait une école de... Je sais pas, de banque, là. Je sais pas quoi, je sais pas trop quoi. Marine Le Pen, elle a fait... elle a été avocate. Du coup, je vote pour elle. Enfin... Je suis ébahi, ébahi par la qualité négative de la réflexion des gens. Je voulais voter à gauche, mais j'ai voté à droite, je me suis emmêlé les pinceaux. Oui, bah, oui, bien sûr. J'ai voté pour lui car il s'est chié dessus. Ça compte comme... Mais après, si tout le monde dans sa vie s'est déjà chié dessus. Quand vous étiez bébé, excusez-moi, mais quand vous chiez dans la couche, vous vous chiez dessus. Donc du coup, si on suit ce raisonnement, on doit tous voter pour Bardella. J'espère que vous êtes prêts pour 2027. À mettre le petit papier Bardella dans l'urne. Hein. Et donc tous les vieux se chient dessus et ils s'identifient à Bardella. Ah ouais. Je pense que c'est surtout que les vieux ils sont racistes et ils s'identifient à Bardella. Je pense que c'est surtout ça. Mais les jeunes aussi. Attention, je pense qu'on sera surpris en 2027 de voir le vote des jeunes. Et bon, écoutez, on va pas doumer. On va pas doumer aujourd'hui. Ne doumons pas parce que sinon ça va être triste. Triste. Moi je veux qui? Très bien que ce soit une femme. À la limite Clémence Guettet. Mais j'aime bien David Guiraud. J'aime bien Guiraud. Ou Poutou. Mais Poutou il veut plus. Guettet, elle est LGBT en plus, je crois.
Léaumont, non, Léaumont, il est pas fait pour diriger. Léaumont, il est fait pour rédiger des amendements, mais il est pas fait pour. Bah, je sais pas, je la vois tout le temps avec des drapeaux LGBT, Clémence Guettet. Je suis pas sûr, hein, ce que je dis. Peut-être juste elle est alliée, mais je sais pas. Quelqu'un qui est né en 1969 et qui est mort il y a 2 ans. Un acteur américain qui a joué dans 17 ans encore, qui a joué dans Mon voisin le tueur. Comme ça vous dit pas grand chose, je pense. Surtout, qui a joué dans Friends. Il a joué Chandler, Matthew Perry. Matthew Perry, voilà, qui est mort d'une overdose de médicaments. Dans son jacuzzi. Sid. Peut-être. Je sais que ça a attristé beaucoup de gens. Moi, n'ayant jamais regardé Friends, j'y étais plutôt insensible. Mais je sais qu'il y a des grands fans de Friends. Écoutez. Je n'ai pas de transition, tout simplement. J'essaie de trouver une transition, j'en ai pas. Donc on va faire sans transition, et puis ça marche aussi. Parlons football. Football, mais plutôt calcio. Calcio, parce qu'on parle football italien. 1973, naissance d'un joueur de foot italien que vous connaissez. On a passé la nif du vieux. Oui, 1951. On en a pas mal parlé quand même. Joueur de foot italien qui est né en 1973, qui a joué pour Messine, pour Marsala, qui a joué pour Pérouse ou l'Inter de Milan, mais ça peut-être que vous ne le savez pas. Par contre, ce que vous savez, c'est qu'il a marqué un but en finale de la Coupe du Monde 2006, un but de la tête sur corner, et qu'il a marqué un but, et qu'il a pris un coup de boule de Zizou durant le même match. Ce n'est pas Fabio Cannavaro, mais c'est un autre défenseur, c'est Marco Materazzi. Marco Materazzi. Le voilà. Qui aurait insulté la sœur malade de Zizou pendant la finale de la Coupe du Monde? Il l'a fait péter son crâne. Il y a une drôle de ressemblance avec le gardien argentin. Tu trouves qu'il ressemble à... Ah, j'ai plus son nom. Il ressemble au mec dans le film Oh Brother. Ok, plein de ressemblances. Comment il s'appelle le gardien de l'Argentine? Qui est un dégénéré mental. Pardon, enfin, pas de psychophobie, mais... qui est plutôt un raciste mascu. Emiliano Martinez. Lui là. Lui là. Lui là.
Alors c'est un bon gardien. C'est un bon gardien. Mais qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con. Raciste premier degré. Il fait partie des joueurs argentins qui s'amusent à chanter que les Français, l'équipe de France, c'est l'équipe des Noirs, c'est l'équipe d'Afrique. Que Mbappé est quelqu'un de transsexuel qui court plus vite qu'un Angolais et que l'équipe de France devrait retourner en Angola pour apprendre à jouer au foot. Hein, il chante ça dans le bus, il est filmé. Il n'y a aucun Français dans l'équipe de France, il n'y a que des Noirs angolais. C'est ce qu'il dit. Hein. C'est lui qui le dit, hein. C'est pas nous. Hein. C'est lui. Hein. Et qui, pour célébrer la Coupe du Monde, met le trophée sur sa bite. Et il mime au milieu du stade le fait de baiser la Coupe du Monde avec sa bite. Voilà. Écoutez... Voilà. Écoutez, quelqu'un... Que dire? Nyeh. 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 Ah, il est né en 1992. Eh ben dis donc. Comme quoi, hein. Comme quoi. Et non, il ne ressemble pas à Materazzi du coup. Et pour finir, quelqu'un qui est né en 1980. Moi, je ne le connais que pour ce même. Bisous, je m'envole. Je suis à l'aéroport, bisous, je m'envole. Marseille. Il avait fait un film aussi, Marseille. Il faisait des trucs bizarres, Marseille. Marseille, alors il fait de la musique, bien évidemment, mais... C'est un peu étrange. Je vous dis Marseille. Moi, je ne suis pas du tout connaisseur de son œuvre. Peut-être qu'il y en a des connaisseurs de son œuvre ou des connaisseuses dans le chat. Peut-être que. La Vengeance, son film. Oh bah, il y en a plusieurs. Hein. La Vengeance, effectivement. La Vengeance 2. Bande annonce il y a 4 ans. Bon, écoutez, hein. On a aussi des grands poètes en France. C'est fini pour les qui est né. Piqué bande de salopes, c'est vrai. C'est vrai que ça vient de lui aussi. Qui est mort? Quelqu'un qui est mort en 19. Et oui, en 19. 19 après Jésus-Christ. Quelqu'un qui a créé un régime politique à Rome. Le premier empereur de Rome était le petit-neveu de César et qui a gagné la guerre civile contre Marc-Antoine et Pompée pour monter sur le trône, rétablir les institutions romaines sénatoriales. C'est bien évidemment Octavien Auguste. Auguste, son nom d'empereur. Auguste qui signifie que c'est quelqu'un qui a les bons augures. Voilà, qui est guidé par les bons augures. Augustul.
qui agit sous les bons auspices, pardon, et il prend le pouvoir. Alors, en fait, c'est un peu plus subtil que juste il devient empereur. Il rétablit les institutions romaines après la guerre civile à Troie, entre Marc-Antoine, Pompée et lui-même. Il rétablit le Sénat, il remet en place énormément de choses et il se met astucieusement à la tête de tout ça. Le Sénat est à sa botte parce que le Sénat soutenait Auguste dans cette guerre civile et donc le Sénat lui offre le titre d'Auguste. Voilà. C'est un titre qui est donné gracieusement. Et du coup, au lieu de se faire appeler Octavien, désormais, ou Octave, il se fait appeler Auguste. Et il prend aussi le titre d'Imperator. Imperator, c'est un titre qu'avait pris Jules César, et c'est pour ça que les gens confondent. Imperator, ça signifie celui qui dirige les armées. C'est le commandant en chef et commandant général des armées romaines dans tout l'Empire. Du coup, désormais dans l'Empire. Imperator, qui a donné empereur aujourd'hui, mais à cette époque-là, ça ne veut pas dire ça. C'est à partir d'Auguste qu'on peut parler d'empereur. Jules César est un imperator, mais il n'a pas le pouvoir tel un empereur. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais Jules César n'a jamais été empereur. Auguste, qui nous a donné aussi un autre mot de la langue française, aujourd'hui, Auguste est allé se faire construire une résidence de luxe sur la colline du Palatin, à Rome, tout en haut, où il vivait, ce qui a donné aujourd'hui le mot palais. Le mot palais, ça vient de la colline du Palatin, où s'est fait construire une maison de luxe, Auguste, l'empereur des Romains. Adjectif palatial, etc. Eh bien, ça vient de la colline du Palatin. Les petites informations qui vous sont distillées comme ça, à droite et à gauche. Ah non, Auguste, non, c'est Jupiter, Macron. C'est pas pareil. Un rapport avec la colline du Crac à Paris, dans 2000 ans, quand on voudra dire qu'on habite dans une maison un peu dégueulasse, on dira qu'on habite dans un Crac à Paris. La colline du Palatin, c'est l'une des 7 collines de Rome, oui. Colline palatine. Voilà. Colle Palatino. Ça ressemble à ça aujourd'hui. Donc j'espère que grâce à Adrien, les gens se souviendront dans 2000 ans qu'on habite dans un Crac à Paris pour dire que c'est une très mauvaise maison dans un quartier un peu sensible. 1662, c'est la mort d'un homme inclassable. Littéralement. Est-ce qu'il est philosophe? Est-ce qu'il est écrivain? Est-ce qu'il est physicien? Est-ce qu'il est mathématicien? Est-ce qu'il est inventeur? Un lien avec le paladin d'en haut? Je suis pas sûr. Chuck Norris. Non, Chuck Norris n'est pas mort, c'est pas possible. Quelqu'un qui a écrit, notamment qui a laissé pour écrit une œuvre majeure, qui s'appelle Les Pensées. Et sa pensée philosophique se résume notamment par une réflexion sur le pessimisme, sur le scepticisme et sur finalement le tout métaphysique de l'homme. L'inventeur des omnibus, c'est une machine à calculer. C'est Blaise Pascal. Non, c'est Blaise Pascal. Blaise Pascal qui n'a pas vécu longtemps. Il a vécu jusqu'à 39 ans.
C'est pas très vieux. Mais il était malade. Il a fait des maths, il a fait des statistiques, probabilités, il a fait de la physique, il a fait énormément de choses. Il a tout fait dans sa vie. Lui, au supermarché, on lui demande ce qu'il a pris, il a tout pris. Mais sauf que c'était le supermarché des métiers. Un supermarché des sciences, quoi. Et il a tout pris, il a tout fait. Et autre inventeur, celui-ci qui est mort en 1819, quelqu'un qui est connu pour être l'inventeur de la machine à vapeur, sauf que c'est pas vraiment lui l'inventeur, il a modifié une machine à vapeur pour qu'elle soit plus efficace pour pomper de l'eau dans les mines de charbon. Il était Pascalable. Pascal, oui. Oui. Scalaire, tout ça. Quelqu'un qui a travaillé sur la vapeur, sur la création des premières locomotives dans les années 1780, c'est James Watt, effectivement. James Watt, qui possède une unité de mesure physique à son nom, le watt, qui mesure la puissance et qui mesure la puissance ou le flux énergétique. Voilà, globalement, le flux énergétique. La puissance d'une machine. La puissance des cyclistes quand ils sont sur leur vélo, qui développent des watts. La watt, c'est la watt que je préfère. So what? La watt, c'est quoi? La watt, c'est pas une matière, la watt? Pas un... Non, je sais pas. Un tissu? J'ai perdu. J'ai perdu la question. Ben voilà. J'ai dit c'était une matière. J'ai dit c'était une matière, ça va. Un isolant. Ouais, ça va. Pas si loin. Jugez-moi, mais soyez gentils. Fin des gens qui sont morts aujourd'hui. Fin des gens qui sont morts. Ils sont morts. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire et des personnes qui travaillent dans l'aide humanitaire. Donc Juma, par exemple, c'est ta journée mondiale. C'est aussi la journée mondiale des orang-outans. C'est mignon un orang-outan. Les orang-outans. On n'a plus beaucoup les orang-outans, hein, donc faut les garder. Hein. Regardez, il est tout mignon. Il est posé. En train de manger sa noix de coco. Et cet orang-outan, par quel type de média vous le voyez? Qu'est-ce que c'est que ce document? Question de 6ème. Hein. Une question de primaire. Il n'y a pas de question piège. Hein. Répondez. Répondez, c'est une photographie. Bravo, triple buse. Eh bien aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la photographie. Pourquoi? Parce que en 1839, en France, à l'Académie des Sciences, l'Académie royale des sciences de Paris, François Arago informe, donc un membre du gouvernement français, informe l'Académie des Sciences que l'État français a acheté le brevet du daguerréotype à Louis Daguerre
et que la France en fait le don. Elle en dote libéralement le monde entier. Voilà, le daguerréotype de Louis Daguerre. Donc c'est la journée mondiale de la photographie aujourd'hui. Louis Daguerre, donc le daguerréotype qui est l'ancêtre un peu de la photographie. On peut avoir le premier daguerréotype. On a l'un des premiers daguerréotypes, voilà, l'atelier de l'artiste, 1937. Il ne fait pas partie des descendants. It's a shame. It's a shame. Il était en concurrence avec Nicéphore Nips pour faire les premiers clichés photographiques. Prénom du jour, nous avons le prénom Jean. Jean, classique, le Jean, tout le monde connaît Jean. C'est limite boring. Jean comme prénom. Et on se fait chier quoi. Jean, John, casse-couille. Alors que le prénom Eudes, là on rigole. Ta mère s'appelle Jean. Ça va. Alors que Eudes. Eudes, là on est un peu plus déjà dans l'exotisme. Si vous combinez Jean et Eudes. Jean-Eudes. Jean-Eudes, vous vous dites mais c'est un prénom qui a été inventé par Bolde. Bien non. Jean-Eudes, Maurice. Jean-Eudes, Maurice, triple prénom, joueur de foot, qui a anciennement joué pour les PSG. Qui a joué pour Lens aussi, oui, c'est vrai. Et qui désormais, qui a fini sa carrière à Namur, mais surtout au FK Aktobe, il joue à Saigon. Ah oui, alors il y a une chute là, attaquant, qui a marqué 14 buts dans sa carrière. Bon. C'est pas l'attaquant qui tire le plus loin. Nous avons aussi le prénom Guéric. Et ce n'est pas le prénom breton. Guéric, prénom germanique. Alors celui-là, c'est vrai qu'on ne connaît pas grand monde qui s'appelle Guéric. Archevêque de Petra. Bienheureux Guéric d'Igny. Le prénom Guéric n'a été donné que 373 fois entre 1900 et 2010. Et peut-être 0 entre 2010 et 2025. Mais ce n'est pas le prénom breton. Faites attention, peut-être que ce sera dans le contrôle de classe de fin du mois. On ne sait jamais. Nous avons aussi le prénom Donna. Pas Donatien. Non, Donna. Donna, comme ça. Prénom masculin. Je sais pas d'où vient l'origine de Donna. Et on va regarder. Rien à voir avec les sandwichs. Hein. Origine arabe et latine, qui vient de Donatus, signifie présent de Dieu. Tous ceux qui s'appellent Donna, Donatien, vous êtes des cadeaux de Dieu. Ça va les chevilles ? Et enfin, le prénom breton du jour. Prénom presque cliché. Presque cliché.
parce que nous retrouvons dans ce prénom un préfixe peut-être, on dire comme ça, une syllabe en tout cas, très classique dans les prénoms bretons. Vous allez peut-être pouvoir le trouver vous-même. Quand je dis prénom breton cliché, vous me dites dans le chat. Me dites quoi? Gwenaël, Loïc, Yann. Elkirok, c'est plus près. Ça commence par Gwen, le prénom du jour. Mais c'est moche. Encore plus que Gwen. C'est Gwenin. Gwenin. Voilà, Gwenin, comme ça. Gwenine, ou Gwenine. Gwenin-Gaumont, la ville de Marine Le Pen. Ah non, mais Adrien, sérieux les Bretons, ben voilà. Regarde, d'habitude les Bretons ils se défendent. Mala, Triple Buse, ils défendent, ils disent oui, non mais ça va, c'est très beau. Là aujourd'hui ils ne disent rien. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Gwenin? Et Nina, est-ce que cette personne est prise en otage? Est-ce que c'est une personne qui est torturée par des Bretons? Les Bretons, ils le savent. Oui. N'hésitez pas, hein, quand il y a un prénom breton, à utiliser l'emote du drapeau breton. C'est quand même... Elle est faite pour ça. C'est vrai, ça. Défends le prénom Triple Buse. Vas-y, donne-nous un argumentaire. Pourquoi Gwenin, c'est beau? Ladri qui a environ 2 minutes de retard sur le stream, qui vient de nous dire Gwenaël. Ladri, on se retrouve dans 2 minutes. Gwenin, ça ressemble à Guenon. C'est vrai que c'est pas... En plus, ils font les casse-couilles parce qu'ils l'écrivent avec 2 N. Gwenin. Je pensais que c'était le prénom. Non, c'est une artiste. Et non, Gwenin. Il y a heureux. Choisissez une note sur 10 pour Gwenin. 1. Jean, supérieur à Gwenin. Oui, c'est vrai.